Salut tout le monde, c'est Pascal pour À qui de jouer, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo présentation découverte et how to play, ou apprentissage des règles, ou je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne au mieux de mes connaissances et de ma compréhension sur le jeu Frostpunk, le jeu de plateau, ou Frostpunk, the board game. Le jeu est en campagne sur Kickstarter et je me suis dit que ça serait l'occasion pour moi et pour vous et pour nous de regarder un petit peu la mécanique du jeu basée sur une démo disponible sur Tabletop Simulator et dont tout le monde peut essayer, bien évidemment. Le lien est dans la description. La campagne Kickstarter est aussi dans la description. Donc en fait on va regarder ça ensemble en espérant que cela vous plaise et que ça vous donne le goût de vouloir y jouer comme moi, finalement. Donc c'est parti. Donc voici le jeu Frostpunk, the board game. Donc c'est sûr, à première vue, il y a beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, je vais passer au travers de chacun des éléments pour vous expliquer à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. Donc ceci est la version Tabletop Simulator, comme vous pouvez le constater, et c'est la version d'introduction en fait qui est disponible et qui a été mise disponible pendant la campagne de Kickstarter. Et cette version d'introduction est un mode un peu plus facile pour essayer d'appréhender le jeu en fait et de prendre les bases de comment se joue le jeu. Donc nous avons plusieurs choses sur le plateau. Nous avons tout d'abord le plateau principal ici concernant notre ville avec les différentes tuiles. Toutes ces tuiles là en fait vont se découvrir au fur et à mesure avec les actions qu'il se doit pour le faire. Nous avons ici les différents scénarios. Donc là, les scénarios, contrairement à une partie normale, sont à découvert. Donc on peut regarder la progression des scénarios et donc regarder ce qu'il faudrait accomplir comme mission pour pouvoir avoir des bénéfices en fait, ou pouvoir faire avancer le scénario pendant le nombre de tours que nous avons pour compléter le jeu. Bien évidemment, c'est un prérequis en général pour gagner une partie, c'est-à-dire arriver au bout des nombres de tours qui sont indiqués ici, 12 pour l'occasion, et bien sûr avoir complété toutes les missions sur toutes les cartes du scénario. Autre chose ici, nous avons le plateau où il y a toutes les constructions qui sont disponibles. Donc chacune des constructions ont des couleurs. Ces couleurs servent en fait à identifier quel type de chaleur sont nécessaires pour qu'elles soient fonctionnelles. Et en dessous, sous chacune d'elles, nous avons une colonne qui indique le prix en bois, car c'est majoritairement en bois qu'elles sont construites. Donc, par exemple, toutes celles-là prennent un bois à chaque fois, 2 bois, 3 bois pour celle-là, 4 bois pour celle-là, 5 bois pour celle-là. Il n'y en a pas, mais dans la version, parce que c'est une version d'instruction, mais quand il y en aura, ce serait le prix. Nous avons aussi ici l'endroit où nous avons toutes nos ressources. Donc sur la colonne du haut, aussi sur la ligne du haut, en fait c'est là où on va mettre les morts. Donc si nous avons des morts, on montre des tokens ici. Une des conditions de perte du jeu, pour perdre le jeu, il y en a plusieurs, et l'une d'elles en fait c'est d'avoir rempli toute cette ligne là avec un token de cadavre, et si vous devez remettre un autre cadavre et vous n'avez plus d'emplacement disponible pour le faire, la partie est terminée avec échec. Nous avons ici l'endroit où toutes les ressources vont pouvoir être mises, donc le bois, le charbon, les steam cores. Nous avons ici l'endroit où les automates pourront être mis si vous en avez construit, et ici tous les citoyens utiles à faire les différentes actions pendant les tours. Nous avons ensuite le plateau ici avec les expéditions et les tuiles qui serviront à découvrir ce qu'il y a autour du générateur, donc dans notre ville. Ici les différentes expéditions, car on peut envoyer un de nos citoyens en expédition à l'intérieur de la zone de la ville pour aller rechercher par exemple des ressources ou des citoyens supplémentaires qui auraient été perdus dans une autre section du monde et qui pourraient revenir chez nous pour pouvoir nous aider.
Ensuite, nous avons la section ici des différentes lois. Donc, dans cette section-là, nous avons en ce moment 6 lois, mais il y en a bien plus. La façon dont ça fonctionne, c'est quand les lois sont séparées ici avec des petites flèches. Cela veut dire que si je choisis l'une des lois, l'autre ne sera plus disponible. Donc, chacune des lois a son lot de textes et d'actions et de bénéfices ou de négatifs aussi que ça peut nous donner. Mais si par exemple je prends celle-ci, toute la pile ici disparaîtra et je ne pourrai pas la voir pendant tout le reste de la partie. Nous avons ici, maintenant je vais aller plus dans cette section-là. Ici donc c'est le tracker des tours. On commence ici avec le tour numéro 1. Le but du jeu ou d'une partie en général, c'est d'arriver jusqu'au 12e tour et avoir survécu et aussi avoir complété toutes les missions du scénario. Nous avons différents tokens qui peuvent apparaître, différents symboles qui peuvent apparaître sur ce plateau-là. Donc, chacun des icônes en dessous représente un type de citoyen. Les petits verts comme ça, ce sont les enfants. Les bleus, ce sont les ingénieurs. Les oranges, ce sont les walkers classiques. Ici, nous avons le jeton qui fait avancer en fait le tour. Ici, nous avons des jetons d'événements. Donc, pour le setup de ce scénario, ce qui veut dire que c'est quand on va arriver au tour numéro 3, un événement va se déclencher et celui-ci est indiqué sur la case ou sur la carte de scénario. Nous avons le jeton de la tempête ici, qui va évoluer et avancer vers nous progressivement. Donc ce jeton-là, au lieu de avancer de façon positive, il va descendre pour nous rejoindre à un moment donné. Et il va falloir gérer donc la tempête. Nous avons ici le plateau qui gère le mécontentement au-dessus et l'espoir en dessous. Chaque jeton qu'on pourra mettre là-dessus va nous donner en fait des différentes directives ou différentes façons de voir le mécontentement. Donc il y a 3 types, si on regarde la référence de la carte ici, on voit qu'il y a 3 types d'espoir et 3 types de mécontentement. Donc si on retourne sur ce plateau-là, une autre façon de perdre le jeu, ou deux autres façons de perdre la partie, c'est qu'en fait, si on remplit toute la ligne ici de jetons de mécontentement et qu'on en met un dernier là, la population est vraiment mécontente, la partie est perdue et ne voudra plus vous suivre. Et au contraire, c'est la même chose pour l'espoir. S'il n'y a plus de jetons du tout d'espoir ici sur cette ligne, incluant celle-ci, là, les citoyens n'ont plus d'espoir en vous et c'est pareil, ils ne voudront plus vous suivre, donc échec de la partie. Nous avons une carte ici qui résume les différentes phases. Il y a beaucoup de phases, mais il y en a beaucoup en fait qui sont utilisées pour faire bouger certaines choses. Donc les mises en place de certains jetons, faire des cartes, tirer des cartes, ça. Mais il y en a une qui est très très importante, c'est surtout la phase d'action, où c'est le cœur du jeu en fait. C'est là où tout va se jouer et tout va être entre vos mains pour pouvoir décider ce que vous allez faire pendant votre tour et optimiser le plus possible votre survie. Nous avons ici le plateau du générateur. Alors le générateur, il sert en fait, qui est représenté ici, il sert à réchauffer les zones. De façon générale, nous allons avoir différents types de zones à réchauffer. Donc ici, 3 jetons les représentants. Donc ici, le jeton avec les bâtiments orange et la zone numéro 1, on va dire, donc le plus proche du centre du cercle. Ça veut dire que la zone ici sera réchauffée autour. Donc le premier cercle autour du générateur sera réchauffé si le générateur est allumé. Si on le monte, le générateur encore plus haut, et on y met plus de charbon, car c'est le charbon qui est nécessaire à ce que le générateur fonctionne, on pourra réchauffer la deuxième zone autour, donc ce qui fait que ça va aller à peu près ici. Et nous avons donc le troisième cercle qui sera réchauffable si on arrive à monter la puissance du générateur jusqu'à ce jeton-ci. Il est aussi indiqué et important de savoir que ce bouton en fait c'est celui qui nous dit ou à quel niveau nous l'avons augmenté. Donc si je mets du charbon, ça va commencer toujours ici et après j'en rajoute, ça va continuer de monter et de monter et de monter et de monter. Et plus le temps va avancer,
plus le générateur va s'abîmer, plus il va être demandant en ressources de charbon pour pouvoir l'alimenter. Donc c'est sûr qu'au début, il va être très pauvre en ressources pour que ça fonctionne, mais au fil du temps, ça va augmenter et ça va devenir de plus en plus dur de pouvoir le faire chauffer au maximum. Indication sur les différents jetons, comme celui-ci. Donc celui-ci, c'est le jeton qui nous indique en fait le coût de base ou le coût d'entrée pour faire démarrer en fait le générateur, car à chaque fin de tour, le générateur s'éteint. Donc à chaque fois qu'on doit recommencer un tour, il faut penser à l'allumer. Pourquoi il faut l'allumer? Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui demandent d'avoir des zones chaudes pour pouvoir les utiliser et très peu d'actions qui peuvent être faites quand il fait froid. Donc, par exemple ici, l'autre indication, c'est que sur ce jeton-là, dès qu'on démarre, on a la possibilité en plus de pouvoir chauffer une zone, de chauffer aussi les bâtiments avec la couleur rouge. Donc, ce qui est intéressant là-dessus à savoir en termes de stratégie, tel que par exemple indiqué ici, sur ce bâtiment-là, le générateur, pour exemple, le générateur a une couleur rouge. Donc, si j'allume le générateur au niveau 1, dès qu'il sera allumé, tous les bâtiments qui sont de couleur rouge pourront être réchauffés, peu importe leur emplacement sur la totalité du terrain. Donc, si je augmente aussi en l'ayant démarré, les rouges vont être alimentés, mais les oranges aussi vont être alimentés. Donc, tous les bâtiments orange comme celui-ci vont aussi être automatiquement réchauffés, peu importe leur position sur le terrain. Donc, en gros, on peut réchauffer une zone et en plus des bâtiments d'une certaine couleur sans avoir besoin de les mettre dans la zone spécifique. Donc, stratégiquement, ça peut être aussi très intéressant à prendre en considération. Nous avons ici la section qui indique que le générateur en fait prend des dommages au fur et à mesure de son utilisation. Donc à chaque fin de tour, il va y avoir une phase où on va devoir regarder un petit peu l'usure du générateur et donc indiquer et mettre des cubes de malfonction supplémentaires. Et si on met un cube ici, donc ça va augmenter avec le temps. Si on met un dernier cube ici dans la zone indiquée et que tout le reste est rempli, le générateur brise. Une autre façon de perdre la partie, le générateur brise 2 fois. Donc la première fois que le générateur va être brisé, ce ne sera pas la fin du monde, mais la deuxième fois qu'il sera brisé, le générateur aura explosé et finalement ne sera plus utilisable et la partie sera perdue. Autre endroit, maintenant nous avons ce board là. Donc nous avons, alors, ce board là en fait c'est pour gérer vos ressources et vos maladies. Et aussi votre nourriture et votre faim. En gros, nous avons des jetons ici pour chaque type de citoyen. Donc le jeton vert pour les enfants, le bleu pour les ingénieurs, l'orange pour les walkers. Classique, même couleur en fait que ce qui est indiqué ici. Donc au début du setup, dans un scénario, il va nous indiquer combien nous avons de citoyens. De quel type. Donc pour ce scénario-là, même si la carte n'est pas indiquée ici parce que c'est la version du tutoriel, donc on n'a pas besoin de s'embêter à faire la mise en place pour certains éléments, mais en gros, nous avions droit à avoir 17 walkers, 7 ingénieurs, 5 enfants. Nous avions aussi 4 de nourriture, donc 4 nourritures produites. Et ici, nous avions un ingénieur malade. Ça, c'est le jeton de maladie sur la ligne des maladies et de la faim. Et nous avions 0 enfant malade, le deuxième jeton est dessous, et 0 walker malade. Et personne ne meurt de faim. Ça, c'est le jeton qui indique les gens qui ne sont pas nourris. Donc au début, personne ne meurt de faim. Ce qui est important aussi de noter, c'est que au-dessus de ces jetons, au-dessus de ces lignes indicatives où on met les jetons pour savoir le nombre de citoyens par catégorie ou par type, il y a une information qui nous indique le nombre de meeples que nous allons avoir en fonction du nombre de citoyens que nous avons. Donc pour exemple, au setup initial, pour 17 walkers, nous aurons donc 4 walkers meeples. Pour 7 ingénieurs, nous en avions 2 meeples correspondants, et pour
5 enfants, nous avons aussi 2 meeples. Et ceci est représenté ici en termes de ressources. Donc 4 workers, 2 ingénieurs, 2 enfants. Plus nous avons de monde ici, plus on peut faire d'actions. Parce que la majorité des actions utilisent un citoyen pour le faire. Donc en gros, c'est ça qui c'est nos indicateurs d'action. Donc pendant un tour, je serai capable, par exemple, de faire au moins 6 actions grâce à mes 2 ingénieurs et mes 4 workers, et pas d'action pour les enfants, à moins que j'instaure une loi qui oblige les enfants à travailler. Autre chose, nous avons aussi sur ce plateau, donc je disais, l'indicatif au niveau de la santé. Donc il y a certaines actions ou certains choix que vous ferez qui feront avancer et qui rendront certains de vos citoyens malades. Donc là, il y a un ingénieur qui est malade parmi les 7. C'est pas encore grave. Mais en gros, ça pourrait augmenter avec le temps. Les indicatifs au-dessus nous indiquent, par exemple, qu'on a un malade de plus, ce genre de choses. Certaines actions vont nous dire, vous avez un malade, donc augmenter un malade, en fait, par type que vous avez utilisé. Donc si par exemple, j'ai utilisé un worker pour l'action d'aller enlever de la neige, en fait, c'est essayer de rajouter une tuile ici pour découvrir ce qu'il y a dessous. C'est une action qui se fait obligatoirement dans le froid. Même si la zone est chauffée, le générateur ne va pas faire fondre la neige, il ne sera pas assez chaud pour faire fondre la neige. Le générateur, lui, il chauffe les zones et surtout les bâtiments. Donc, révéler une tuile ici pour voir si nous allons avoir des ressources, ça s'appelle l'action enlever de la neige, et ça se fait dans le froid. Le fait de faire une action dans le froid fait obligatoirement tomber malade un citoyen. Donc si je prends par exemple mon worker ici, pour lui dire dans l'action indiquée ici de nettoyer la neige, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir prendre 2 petites tuiles indiquées ici et les mettre où je veux, ou une grosse tuile indiquée ici et la mettre en bordure de mon plateau. Mais ce worker-là, vu que c'est le worker que j'ai utilisé, va rajouter un malade. Donc, au total, ce que ça va faire, c'est que je vais prendre le jeton maladie et puis je vais l'augmenter de 1. Si j'avais décidé d'utiliser, par exemple, l'ingénieur, ça aurait été la même chose. Il fait la même action, mais ce serait les ingénieurs, un ingénieur qui serait tombé malade. Tout ça parce que j'avais fait une action qui se fait dans le froid. On voit là un petit peu comment ça fonctionne. 2 autres façons de perdre le jeu, encore 2 autres moyens de perdre le jeu, la partie, c'est que si un type de citoyen arrive à 29 ici, et que vous faites quelque chose qui fait en sorte qu'on vous demande de remettre encore, par exemple, un ingénieur malade, et vous n'avez plus d'emplacement ici, vous perdez. Vous avez trop de citoyens d'un certain type qui sont malades, et donc ça fait une sorte d'épidémie et la partie est terminée. Autre moyen de perdre, trop de monde meurt de faim. Donc à partir du moment si on vous demande de rajouter quelqu'un qui meurt de faim et que vous n'avez plus de place libre pour le faire, donc au-dessus de 29, la partie est terminée et c'est perdu. Maintenant on va regarder un petit peu comment fonctionnent les différentes actions et comment fonctionne le setup. Alors, là il y a des indicateurs sur Tabletop qui nous indiquent un peu comment ça fonctionne, mais de manière générale, on va commencer d'abord par ajouter des jetons d'espoir et des jetons de mécontentement. Donc en gros, je vais, pour ce scénario-là, je vais enlever cela et en rajouter 3. Je vais d'abord mélanger, et là je vais en mettre 3, en commençant par la gauche. 1, 2, 3. Et j'active, comme il était indiqué ici, et que ça fasse celui-ci. Activer, désactiver ont une conséquence. En fait, ça a une signification. Parce que des fois, vous aurez des missions ou des cartes de mission qui vont vous demander si vous avez plus de tokens d'espoir activés, plus au contraire des tokens de désespoir activés, ça va vous donner un bonus positif. Et le contraire va vous donner un malus, on va dire, ou une conséquence. Donc, le fait de les activer, ça vous donne aussi la possibilité de les désactiver pour faire aussi des actions. Donc tout ça, c'est indiqué sur les cartes
sur lesquels vous allez tomber. Et stratégiquement, vous allez des fois pouvoir voir un petit peu les cartes d'avance, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez tirer une carte dans la pile, ça va être celle-ci, celle que vous aurez lue, qui sera celle que vous aurez tirée. Donc, il y a un peu d'aléatoire, on va dire, là-dedans. C'est la même chose pour le Hope, donc, ou l'espoir. Je vais enlever ces trois-là, je vais mélanger le sac, je vais en tirer 3 en partant de la gauche, et je vais activer le premier. Donc là, on voit qu'on a un jeton de motivation et 2 jetons de care. Les care, en général, c'est pour essayer de soigner du monde. Les motivations, c'est généralement pour avoir une action supplémentaire sur les constructions que vous aurez faites. Et l'empathie, le greed et le anger, c'est négatif anyway. Donc, de toute façon, tout ce qui est là c'est pas très positif, hein, mais en général. Autre chose qu'on va faire, c'est ici. Alors, j'ai oublié d'en parler de celui-ci, mais en gros, ce sont juste des tas de cartes avec des événements que vous allez devoir résoudre dans la phase correspondante. Donc, on va avoir une phase pour le dusk, on va avoir une phase pour le morning, et on va devoir piocher une carte et résoudre ce qui est écrit dessus, et prendre des décisions. Et ces décisions, au fur et à mesure du temps, vont impacter votre partie de manière générale. Alors pour faire le setup, tout ce qu'il y a à faire pour celui-là, c'est qu'ici nous avons toujours une carte, c'est toujours la même. On ne peut pas la regarder, mais si on tombe dessus, on la connaîtra. Et ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première carte qui est sur le dessus du Social Dispute. Et on a la possibilité, bien évidemment, dans celle de dessus, de regarder. Donc là, par exemple, en regardant cette carte-là, on peut voir ce qui pourrait s'en venir. Et peut-être stratégiquement se dire « Ah, ce serait peut-être bien que j'essaie de me concentrer pour obtenir telle ou telle option. Si je tombe sur cette carte-là, au moins j'aurai les ressources nécessaires ou j'aurai fait ce qui leur a été nécessaire pour avoir le bonus qui m'intéresse. » Donc là, on prend celle-ci, on la retourne, on la met dedans et ce paquet va être mélangé au moment où ça va être le temps d'en tirer une. Ici, nous avons un paquet où il y en a énormément. Il ne faut pas les mélanger. Parce que je pense que basé sur le scénario, c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Autre chose au niveau du setup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le setup. Il y a un peu plus de setup à faire en général, hein, mais pour la démo, en fait, nous avons la possibilité de rajouter des tuiles. Donc ici, je vais rajouter une grande tuile. Donc je vais enlever celle-ci. Je vais mélanger le paquet de grandes tuiles. Je vais en prendre une et je vais la poser ici. Je ne la regarde pas pour l'instant. Ici, je vais en placer une autre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est des petites tuiles. Donc là, je vais en avoir ici, une ici, une ici, une ici. Donc là, je vais aller mélanger ça. Et je vais aller les prendre. Donc là, j'ai une connexion vers le cercle extérieur. Voilà. Maintenant, je peux les retourner et regarder les différentes ressources. Je vais les figer pour pas qu'elles tombent, au cas où je les déplace malencontreusement. Donc maintenant, on peut voir sur les différentes tuiles que nous avons 2 zones. Une zone en haut, une zone en bas. Et généralement, ça indique des ressources. Donc les ressources que nous pouvons avoir, c'est soit du bois, soit des arbres, qui malheureusement ne sont pas coupés, donc ils ne donneront pas de bois si on ne les coupe pas. Nous pouvons aussi avoir du charbon ici. Donc ici, nous avons en bas du charbon. Et des fois, nous pouvons avoir des steam cores. Donc les steam cores, ce sont les fameuses ressources de cubes ici, qui servent généralement à développer des technologies plus hautes et aussi peut-être à augmenter par exemple des bâtiments et aussi à créer des automates. Donc des robots qui vont faire certaines actions pour nous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les ressources nécessaires sur les différentes zones indiquées pour chacune des tuiles. Donc ici, on a du bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça et mettre du bois ici. Il y en a 2. Ici, il y en a 2. Là, il y en a une, je suis pas très chanceux. Hein. Et là, il y en a 3. Et là, nous avons des arbres. Donc, je vais mettre des arbres. Ici, il y en a 3. Ah, j'ai oublié du bois ici, tiens. Et nous avons 2 arbres ici. Et ici, nous avons du charbon. 3 charbons. Voilà, c'est indiqué ici par en dessous. Voilà. Donc là, le setup initial est terminé pour cette démo et cette version facile, en fait. Donc là maintenant, c'est les différentes actions. Au début, la première action,
c'est on skip toutes les actions, ou on évite toutes les actions qui sont en haut. On commence directement à la phase des actions avec nos meeples pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est regarder le scénario et la première étiquette, par exemple, et se dire, là ce sera traduit en français, hein, tout sera traduit en français. Donc là, ils nous disent en fait, sommes-nous tout seuls? Et nous devons construire un beacon. Le beacon, c'est un bâtiment qui se trouve ici, et le beacon sert à envoyer des gens en expédition. Donc ça peut nous donner une orientation sur ce qu'il faut qu'on fasse pendant nos tours et voir si on est capable d'avoir les ressources nécessaires pour y arriver. En sachant que le beacon coûte 3 bois. J'en ai 3, mais est-ce que j'ai vraiment besoin ou envie d'aller tout de suite construire mon beacon au premier tour? C'est un choix à faire, mais on a besoin de bois pour construire tout le reste. Ce qu'il faut prendre en considération, de manière générale, les choses importantes, c'est qu'à la fin du tour, par exemple, si on regarde à la fin du tour numéro 1, parce que là on est au tour numéro 1, à gauche, il va falloir nourrir les enfants. Donc on n'a pas besoin de nourrir tous les types de citoyens, c'est les enfants qu'on va nourrir en premier. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien j'en ai. Donc là j'ai 5 enfants, et j'ai seulement 5 enfants, mais j'ai seulement 4 nourritures. Donc il me manque un petit peu de nourriture pour les nourrir sans que j'en ai un qui meure de faim. On ne voudrait pas éviter ça le plus possible, parce que sinon ça va être obligé de monter ceci, ce qui va avoir des conséquences avec le temps, ou carrément qui pourrait nous amener à perdre la partie. Donc, essayez de se concentrer sur le fait que et nourrir le type de citoyen qui devra être nourri à la fin du tour auquel on joue. Ça, c'est une option. L'autre option que nous avons, donc, c'est essayer de se concentrer pour construire le beacon, parce que le beacon, c'est écrit que à partir du tour numéro 3, si le beacon n'existe pas, on perd un jeton d'espoir. Et si on perd trop de jetons d'espoir, comme vous le savez, ça peut être une condition pour perdre la partie. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que voilà le fameux token qui nous dit qu'au tour 3, cela va se déclencher. Donc, idéalement, il faudrait le construire au tour 1 ou au tour 2. Donc ça peut être aussi une stratégie sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour. Autre chose à prendre en considération, c'est qu'à un moment donné, on va avoir une phase de nuit. Pendant la phase de nuit, il va falloir mettre tous les citoyens que nous avons ici en tant que meeple dans des maisons chauffées ou des abris chauffés. Les abris se construisent. Il y en a ici. Donc nous avons un type d'abri par exemple qui est une tente qui peut recueillir 2 meeples, peu importe le type. Nous avons aussi les bunkhouse qui peuvent aussi accueillir 2 meeples, peu importe le type. Et là vous allez me demander mais pourquoi celui-ci est plus cher et plus grand? En gros celui-ci supporte mieux la chaleur ou supporte mieux le froid, on va dire. Donc, si on regarde un petit peu, les tentes ont besoin d'avoir une chaleur de couleur jaune et eux, une chaleur de couleur orange. Donc, si on retourne ici sur notre générateur, on voit que le jaune, c'est après l'orange. Donc, il faudrait au moins que mon générateur soit alimenté jusqu'à ce token-ci pour que je puisse réchauffer les bâtiments de couleur jaune. Alors que si mon bâtiment, mon bunkhouse ici est orange, donc une version plus évoluée de la tente, il est de couleur orange, ça veut dire que j'aurais pas besoin de réchauffer j'aurais pas besoin de monter mon générateur trop haut, seulement sur ce jeton-là sera nécessaire pour réchauffer tous les bâtiments de couleur orange. Voilà. Donc, à la fin, la phase de la nuit, il faudrait avoir assez de bâtiments, si possible, pour ne pas avoir trop de citoyens qui dorment dehors. Parce que la conséquence d'avoir des citoyens qui dorment dehors, eh bien, ça veut dire qu'ils vont tomber malades. Donc si par exemple j'ai 4 walkers qui n'ont pas de maison ou d'abri pour la nuit, ça veut dire que je vais avoir 4 walkers de malades. Donc la conséquence c'est que je vais être obligé d'aller ici, prendre le jeton walker et de l'avancer de 4. Le fait de l'avancer et de passer un créneau, parce que là on peut voir qu'il y a différents types de créneaux ici, fera en sorte que nous allons avoir des malus, donc des gens qui pourraient décéder, donc rajouter des cadavres, ce qui n'est pas bon non plus, ou des gens qui pourraient avoir... Donc si on a des cadavres, on a moins de population et de citoyens. Fait que si on a moins de citoyens et qu'au bout d'un moment, par rapport au walker, où on est dans cette zone-là,
ici et ici, qui nous donne 4 meeples. Si par exemple on descend à cause qu'il y a trop de malades morts de faim ou morts de maladie, et qu'on arrive à ce niveau-là, on est passé dans un créneau différent et on n'a plus que 3 meeples, donc 3 actions. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Donc, l'autre chose qui pourrait être pensée, c'est que c'est surtout les ressources sont toujours nécessaires pour faire des constructions, c'est certain. Donc, se concentrer sur des ressources. On a besoin aussi de charbon. Donc, les deux ressources principales, c'est surtout le bois et le charbon. Le charbon, c'est pour le générateur. Et le bois, c'est pour les constructions. Le Steam Core, comme je l'ai dit, c'est plus pour des grosses technologies. Donc, c'est pas urgent au début. Mais éventuellement, plus on avance dans le jeu, plus ça pourrait être intéressant d'en avoir pour pouvoir être capable de créer ou faire évoluer des bâtiments ou créer des automates. Car les automates sont des robots qui n'ont pas besoin d'humains et qui n'ont pas peur du froid et qui peuvent travailler. Donc ça fait des actions de plus pendant notre tour. Autre chose qui pourrait être intéressant, c'est d'envoyer des gens en expédition. Mais le fait d'envoyer quelqu'un en expédition, on peut en envoyer qu'un seul. Donc par exemple, je ne vais pas envoyer un ingénieur parce que les ingénieurs sont un petit peu trop précieux. Pourquoi ils sont précieux? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Il y a certains bâtiments qui ont besoin d'avoir un type de citoyen spécifique pour pouvoir le faire. Donc par exemple, le générateur ici, tu peux aller dessus pour faire l'action de réparer le générateur, donc diminuer le nombre de cubes de malfonction par exemple pour éviter qu'il se brise. Mais ça prend un meeple ou un citoyen de type ingénieur. Un walker ne peut pas le faire, ni un enfant si on les oblige à travailler. Et c'est la même chose ici pour mettre une loi en place. La plateforme sert à mettre une loi en place et c'est un ingénieur qui doit le faire et pas un autre. Pendant un tour, on ne peut pas mettre plus de un meeple ou un citoyen par petit bâtiment. Et on peut mettre 2 meeples par gros bâtiment. Ici, nous avons des gros bâtiments qui prennent 2 cases et les petits bâtiments prennent seulement une case. Donc les différentes actions maintenant que nous avons, donc si je finis par l'expédition, si j'envoie un walker, le walker n'est plus considéré comme dans ma ville. Donc quand ce sera la phase de nuit, il se débrouillera, mais il ne sera pas malade et il ne sera pas considéré et à mettre dans un abri. Il va pouvoir avancer aussi parce qu'on va avoir la phase de la météo, et c'est pendant la phase de la météo qui est directement à la fin, pendant la phase de météo, on va pouvoir faire avancer celui qui explore ou l'explorateur, et le fait d'arriver à un certain endroit, on va pouvoir avoir des choix. Donc en général, les choix, ça va être est-ce que je récupère ce que j'ai trouvé et que je rentre à la base, ou est-ce que je continue d'explorer et je récupérerai plus là, au moment où je reviendrai. Donc si je décide d'arriver au point A, par exemple ici, là je dis je prends ce qu'il y avait au point A et je rentre, ou je continue et je vais vers mon ascension au point B, dans l'ordre alphabétique. Donc là je vais jusqu'au point B, puis là je continue ou je ramène tout. Si je ramène tout, je ramène ce que j'ai trouvé là, plus ce que j'avais trouvé au point A. Ou je continue pour aller encore plus loin et je ramène tout d'un coup. Ça peut être des ressources comme ça peut être des citoyens perdus dans le grand froid. Mais ça me fait aussi, par exemple, un meeple de moins pendant mon tour pour faire des actions. C'est à considérer. Tout en sachant malheureusement que les enfants, si on décide de les utiliser pour les faire travailler, les deux seules choses qu'ils peuvent faire, c'est aller chercher des ressources physiquement à des endroits, comme je pose un jeton ici pour aller, un meeple ici pour lui dire de prendre des ressources, ou les mettre sur un bâtiment de farming, on va dire, ou gathering post, un bâtiment en fait qui, quand il est posé dans une zone, par exemple, alors je vais dire n'importe quoi, mais si par exemple je le pose, on va dire un truc plus logique, ici, je vais aller prendre les ressources, une ressource de chaque zone qui est adjacente. Donc je pourrais prendre une ressource ici, je pourrais prendre une ressource ici, jusqu'à épuisement. Bien évidemment, les constructions peuvent aussi se déconstruire, on va dire, ou se détruire. Ça, c'est une chose qui peut être à considérer. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de le bâtiment ici parce qu'il n'y a plus de ressources, donc on le détruit pour pouvoir faire construire autre chose. Ça va nous donner une ressource en retour, ce qui n'est pas énorme, mais surtout, ça va nous donner un emplacement. Autre chose, alors, les actions disponibles. Alors, nous avons la possibilité de faire de la construction, donc je mettrai un walker ici.
je peux faire 3 actions de construction ou de déconstruction, mais un ensemble de 3. Donc soit je fais 3 constructions, soit je fais 3 destructions, soit je fais un mix des deux pour arriver à 3. C'est sûr que si on veut faire 3 constructions, on va essayer de prendre un petit peu d'avance sur les ressources et se dire que est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour en faire 3 ou je vais perdre un tour ou une action de construction pour juste en faire une. Ça dépend de la stratégie à prendre. Nous avons aussi la possibilité, et pour faire une construction, ça peut être chaud ou froid, c'est pas important parce que la construction se fait ici, au niveau du générateur. Nous pouvons aussi enlever de la neige. La neige est considérée toujours comme une action froide, parce que même si le meeple est ici, il est considéré en fait travailler dans le froid. Donc ça en fait on va aller chercher 2 tuiles comme ça ou une tuile comme ça, on va les poser et essayer de découvrir des nouvelles ressources. Ça c'est une action. Autre action disponible, on peut prendre un meeple pour activer une action sur un building ou un bâtiment qui est construit. Donc par exemple, je vais donner un exemple, je vais prendre par exemple la construction, j'ai construit ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là me donne de la nourriture si j'y vais, donc je prends un autre worker ou un autre citoyen d'action, je le pose ici, et là ça va me donner 5 nourritures. Je peux juste le faire une fois pour le tour parce que c'est un petit bâtiment et je peux juste en mettre un citoyen dessus. Donc là en fait je vais augmenter de 5 ma nourriture. Ce qui fait que si on regarde les citoyens qui doivent être nourris, là en particulier ce sont les enfants, j'ai assez de nourriture pour nourrir les enfants qui sont là. Donc ça c'est un exemple. Ça c'est une action qui est possible. Pour faire l'action sur le bâtiment par exemple, il faut que le bâtiment soit chauffé. En général, la première chose qu'on voudrait faire au début de notre tour, chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on va démarrer notre générateur. Parce que la majorité des actions ont besoin de zones chauffées. Donc on va l'activer. Pour l'activer, on va prendre le nombre de cubes nécessaires. Donc c'est 1 cube pour chaque activation ou chaque niveau d'activation. Et ce n'est pas ce qui est indiqué ici. Ce qui est indiqué ici, en fait, c'est le nombre de cubes de malfonction qu'on va devoir ajouter dans le générateur à la fin de notre tour. Dépendamment de l'usure que le générateur a. Donc pour l'activer, on n'est pas obligé, mais comme il se désactive tout le temps au début du tour, on va prendre par exemple 2 cubes que je remettais dans le sac par exemple, et là je vais aller activer, vu que ça coûte 1 pour l'instant pour le démarrer, et je vais le mettre ici et ici. Donc là ce que j'indique c'est que je réchauffe les bâtiments rouges. Ça c'est fait, peu importe où ils sont. Je réchauffe les bâtiments orange, peu importe où ils sont. Je réchauffe le premier cercle aussi, donc tout ce qui est autour du cercle ici, c'est réchauffé. Je réchauffe aussi les bâtiments jaunes, peu importe où ils sont. Et je réchauffe jusqu'au deuxième cercle. Même si là ils disent que c'est le cercle du générateur, et là c'est le premier cercle. Donc là je peux réchauffer cette zone-là. Donc ça c'est chauffé, et celle-là, celle-là, et celle-là aussi c'est chauffé. Si je veux réchauffer la totalité du plateau, il faudrait que je paye une de plus, comme ça, et là je pourrais aller jusqu'ici, ce qui n'est pas négligeable en soi, parce que même si j'ai pas besoin de réchauffer l'entièreté de la map, parce que j'aurais pas besoin de faire des actions si loin que ça, il va y avoir quand même des conséquences à la fin du tour, parce que toutes les zones, toutes les tokens que je n'aurais pas atteint ou réchauffé, ils vont avoir le petit symbole à côté qui indique qu'il va falloir que je rende des gens malades ou que je rende peut-être des gens malades, et ceux qui sont malades morts. C'est ce qui est indiqué ici. Exemple, celui-ci est à ce niveau-là maintenant. J'ai malheureusement réussi à chauffer que jusque-là, ce qui fait que tout ce qui est en dessous est chaud. Fait comme c'est chaud, ça n'a pas de conséquences. J'ai pas besoin de rajouter un malade de plus. Je n'ai pas besoin non plus un malade de plus de mon choix, que ce soit un enfant, un ingénieur ou un worker. Je n'ai pas besoin de tourner un jeton malade sur le côté presque mort. Et celui-ci, par exemple, je vais être obligé de rajouter un malade parce que je n'ai pas atteint avec mon générateur la possibilité de le réchauffer jusqu'à ce dernier jeton-là. Donc, je vais avoir cette conséquence-là qui va s'appliquer. Tout ça parce que je n'ai pas réussi à aller jusqu'au maximum
des zones à réchauffer avec l'usure du générateur actuel. Ça, c'est l'exemple de l'usure. Voilà. Ça, c'est une action. Autre action possible, faire l'action sur des cartes. Parce que des fois, on va pouvoir activer, par exemple, des lois. Et certaines lois auront des actions. Donc, celle-ci, par exemple, il y a écrit, pendant la phase d'action, je peux utiliser un enfant et l'utiliser comme un walker classique et l'envoyer aller chercher des ressources sur une pile de ressources comme du bois, chose ça, ou l'envoyer dans un collecteur de ressources qui aura été construit au préalable. Et ça, c'est une action possible. Dernière action, est-ce qu'il y a une dernière action? Non, je pense pas, ça s'arrête là. C'est tout au niveau des actions. Voilà. Après, il y aurait les différentes phases. Donc, si on regarde ce qui se passe, après la phase d'action, nous allons avoir la phase de Dusk. Donc, on arrive ici. La phase de Dusk, c'est qu'on va prendre une des deux cartes ici, on va appliquer les effets. Prochaine action, la phase de Hunger Phase. Donc, la phase de Hunger Phase, on va regarder combien d'enfants ou combien de citoyens de type de certains types pendant le tour on a nourri. Donc là c'est les enfants, donc là par exemple tout à l'heure j'avais 5 nourritures, là j'enlève 5, donc j'en re-enlève 5 nourritures parce que j'ai nourri les enfants, il y en avait 5, donc là c'est bon. S'il y en a que je pouvais pas, en fait au début si j'avais par exemple déjà trop de gens qui meurent de faim, j'aurais été, par exemple si j'avais ça de nourriture, j'aurais été obligé de faire diminuer ça jusqu'à 0, donc là c'est 1, 2 et 3, donc j'aurais été obligé de faire 1, 2 et 3, et là il me resterait ça pour nourrir les 5 enfants qui sont là, et là j'aurais été correct, je serais descendu jusque là. Ensuite on a la phase de la nuit. Donc la phase de la nuit en fait c'est qu'on récupère toutes les meeples qui ont été utilisés, donc le meeple ici, celui-ci, celui qui est là sur le bâtiment. Si on avait un explorateur on n'aurait pas pu le récupérer, il serait resté dehors, et en fait il faudrait maintenant mettre le maximum de meeples qu'on a là dans des bâtiments réchauffés, parce que le générateur est toujours en fonction, des bâtiments réchauffés qu'on aurait construits. Dans le cas présent, j'ai aucun bâtiment pour les faire dormir. Donc ils seraient tous dehors, donc ils seraient tous malades. Donc ce qui fait que j'aurais eu 4 walkers malades. Là j'aurais fait évoluer le jeton de maladie pour les 4 walkers, 2 ingénieurs et 2 enfants de malades. Si j'avais construit une tente, j'aurais pu mettre par exemple, pour diminuer le nombre de malades, vu que j'en ai plus de walkers, j'aurais peut-être pu prendre 2 walkers ici, pour les garder au chaud. Ou si j'avais par exemple utilisé la loi Child Shelter, donc c'est la possibilité de ne pas les faire travailler, jamais faire travailler les enfants, mais de leur construire un abri juste pour eux, j'aurais pris cette loi là, j'aurais construit et j'aurais pu avoir le Child Shelter, il m'aurait coûté comme indiqué sur la carte seulement un bois pour pouvoir le construire. Je l'aurais construit dans un endroit donc orange. Donc orange, je peux le mettre un petit peu plus loin parce que c'est moins demandant au générateur de réchauffer. Donc je le mets ici par exemple. Et j'aurais pu mettre mes 2 enfants à l'intérieur parce que le Child Shelter n'accepte que les enfants. Mais j'aurais... Non, pardon. Child Shelter n'accepte que les enfants ici. Mais ils pouvaient en prendre 4. J'en ai juste 2, mais je pourrais en avoir jusqu'à 4. Et eux, ils auraient été réchauffés pendant la nuit. Donc ceux-là n'auraient pas été malades, ceux-là n'auraient pas été malades, et j'aurais eu juste 4 malades, 2 walkers et 2 ingénieurs. Prochaine étape, on remonte, c'est la down phase. Donc là, on aurait fait évoluer le jeton pour le tour. On serait aperçu qu'au prochain tour, tour 2, ce sont les ingénieurs qu'il va falloir nourrir à la fin. Et si on était tombé sur un token avec un événement comme ici, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on enlevait celui-ci, on l'aurait mis ici, et on aurait déclenché l'événement qui aurait été indiqué sur la carte de scénario. Prochaine phase, donc vous voyez toutes les autres phases, en fait, c'est plus des mouvements de choses sur le plateau. C'est la morning phase. La morning phase, en fait, c'est qu'on prend une carte ici, qui est déjà mélangée, et dépendamment du scénario, et on exécute ce qui était dessus, et puis on subit, on fait des choix. Prochaine phase, c'est le générateur. Alors le générateur, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des sick based on the hit token. Ah oui, donc là, c'est là où je disais, si on n'avait malheureusement pas réussi à réchauffer
toutes les jetons, là on aurait été obligé de subir la conséquence de celui-ci et de celui-ci. Donc là j'aurais été obligé de rajouter une maladie sur un type de citoyen. Donc c'est moi techniquement qui va essayer de regarder. Là j'ai pas envie que ce soit le walker parce que je vais passer dans une autre zone. Donc je vais utiliser plus peut-être l'ingénieur ou les enfants. Il n'y en a aucun de malade. J'en prends un, puis voilà. Ensuite, l'autre chose que j'aurais pu faire, vu que celui-ci, dans cet exemple-là, n'est pas réchauffé non plus, je suis obligé d'appliquer la conséquence de celui-là, ce qui veut dire que je suis obligé de retourner un token d'un type de citoyen. Donc là, par exemple, je vais prendre au hasard le walker, ça tombe sur la tête de mort. La première fois, quand ça tombe de la seringue vers la tête de mort, ça fait rien. Mais quand on retombe de la tête de mort et on vous demande de flipper encore le token à cause de la conséquence et qu'on est obligé de passer de la tête de mort à ça, on a un décès. Donc on sera obligé de diminuer ici et d'avoir 14 au lieu de 15 citoyens. Donc ça diminuerait possiblement le nombre de meeples, donc le nombre d'actions disponibles au prochain tour. Ensuite, il y a la phase du générateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien le générateur a souffert pendant ce tour. Donc, vu que la dernière phase, le dernier jeton est sur cette position-là, c'est 2 cubes de plus. Donc là, je vais rajouter 2 cubes dans le sac. Techniquement, dans le jeu final, ce sera 2 cubes à rajouter dans le générateur directement la miniature. Et il va y avoir des cubes qui vont tomber de celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, et ces cubes qui tomberont de façon aléatoire, ici, seront à rajouter dans cette colonne ici pour indiquer combien, à quel niveau le générateur est endommagé. Pour Tabletop, en fait, j'en ai mis 2 parce que c'est écrit 2 ici. Au lieu de les mettre là, je les mets dans ce sac-là. Et ensuite, je vais en rajouter un peu plus. Mais ça, c'est vraiment pas dans le jeu final. Hein, c'est pas comme ça. Donc là, je vais prendre ça. Vu que j'en ai moins de 10 dans le sac ici, je prends le chiffre le plus bas. Malheureusement, les deux sont 6. Donc, je vais en prendre 6. Donc, en gros, au lieu de les remettre là, je vais prendre 6. Donc, je vais mettre ça ici. 6 ici. Là, je suis vraiment pas chanceux. Plus les 2 qui sont là. Boum. Le générateur a brisé une première fois. Je suis vraiment pas chanceux sur ce coup-là. Donc là, je suis à mi-chemin de perdre une partie à cause du générateur. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je remets le générateur s'éteint et il revient à sa base. Le fait que le générateur se brise, dans les règles, c'est indiqué qu'il y a des conséquences. Donc par exemple ici, il va vous indiquer ce qui va se passer. Le coût va avoir augmenté. Non, le coût augmente seulement quand il y a une tempête, pardon. Mais le fait d'avoir un générateur qui a brisé, ça va être... la conséquence va être... je pense qu'il n'y a pas une conséquence, mais c'est indiqué dans les règles. Donc ça, c'est la phase du générateur. Ensuite, on a la phase du weather. Donc, phase du weather, c'est qu'on prend une carte ici, par exemple. Et là, on regarde les différentes choses. En haut, nous avons le token de la tempête qui indique qu'il doit avancer de 1. Donc, celui-ci, il avance vers nous de 1. Ensuite, sur la carte, il y a les indicateurs des tokens de générateur, à quel niveau il faut les mettre. Donc, l'orange n'avance pas, le jaune avance de 1, le blanc avance de 1. Donc, en fait, on va commencer plus de la droite vers la gauche. Donc, on prend celui-ci, on l'augmente de 1. Et on prend celui avec les maisons au jaune, on l'augmente de 1. Et l'autre orange n'avance pas. Donc voilà, en fait, ça coûte plus de charbon maintenant pour aller alimenter au maximum le générateur au prochain tour. Autre chose, c'est si on a construit une cuisine, on va pouvoir aller récolter un petit peu de nourriture supplémentaire de façon automatique et passive. Donc là, moi, j'ai construit une seule cuisine ici. Donc, c'est le chiffre à gauche. Donc, si j'avais construit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ayant construit une seule cuisine, j'ai 2 bouffes. Si j'en avais construit 2, j'aurais 4 bouffes. Si j'avais construit 3, j'aurais 5 bouffes. Ce genre de choses. Donc là, je peux rajouter 2 nourritures de plus. Donc là, j'augmente de 2. Et j'ai déjà 2 nourritures de plus pour le prochain tour. Et si j'avais un explorateur, c'est là où je pourrais le faire avancer. Donc là, j'ai mon explorateur qui aurait été ici. Et là, il y avait écrit que je devais le faire avancer de 4, si je dis pas de bêtises. Donc là, je fais avancer mon générateur de 4. Mon expéditeur, pardon, de 4. 2, 3. Là, j'arrive ici. Je ne fais pas avancer le quatrième que j'avais, le quatrième pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner cette carte, lire les conditions. Et là, il y a écrit, est-ce que si vous retournez en ville, vous récupérez les 2 bois et les 4 charbons. Sinon, vous pouvez continuer pour pouvoir récupérer les 2 bois et les 4 charbons plus tard.
Donc là, si je décide de continuer, je prendrai cette carte-là, je la poserai au-dessus. En fait, il faut d'abord la mettre ici. Ensuite, je prendrai la B, je la poserai au-dessus, en laissant apparaître l'option que j'ai choisie. Et je remets mon meeple à la première phase. Mais même s'il me restait un de plus de mouvement ici, le 4e, je ne le fais pas avancer parce qu'en fait, il s'est arrêté et il a décidé de s'arrêter pour la nuit. Donc la prochaine fois, prochaine carte de météo, je pourrais possiblement encore le faire augmenter, dépendamment de ce que je vais avoir ici. Donc ça, c'est la carte de ça. Ensuite, nous avons la préparation. Alors la préparation, en fait, c'est que on va regarder les différents tokens de gens qui sont malades. Donc par exemple ici, malheureusement, tous les jetons qui sont malades ici, celui-ci veut dire que j'avance un malade de plus. C'est ce qui est écrit au-dessus. Je peux jamais avoir plus de malades que ce que j'ai de citoyens du type. Donc par exemple là les walkers et un plus, donc là je passe dans une nouvelle zone, donc si j'en guéris pas, ça va avoir plus de conséquences la prochaine fois. Les enfants vont augmenter de 1 et les ingénieurs vont augmenter de 1, tel qu'indiqué ici, un malade de plus par chaque type. Et là je regarde si ça a des conséquences sur mon nombre de citoyens. Je n'ai pas de mort, tout va bien. Donc en gros mes citoyens sont encore pareils, donc j'aurai encore le même nombre de meeples. Donc là je commencerai avec 3 meeples, 2 meeples, 3 meeples de walker, 2 enfants et 2 ingénieurs. Et là on recommence la phase d'action. Et on repart. En sachant toujours que j'aurai toujours le beacon à construire dans cette tour là, sinon je vais avoir une conséquence apparemment qui serait pas cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche pour pas rater une de mes prochaines vidéos quand elle sortira. Sinon, en fait, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que, après avoir vu la vidéo, est-ce que ça vous tente de l'essayer? Est-ce que ça vous tente de l'acheter? Si c'est le cas, tous les liens sont dans la description pour pouvoir y aller pendant la campagne Kickstarter. À ne pas oublier qu'il y a plein d'exclusivités qui sont en relation avec la campagne, qui ne seront pas disponibles en magasin après. Sinon, je vous laisse bien évidemment avec 2 autres vidéos à regarder de ma chaîne pour passer le temps, bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager les vidéos sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.